Juste une petite info avant le début de l'épisode, lors du dernier focus sur Havertz, je vous avais sollicité pour lui trouver un remplaçant à Leverkusen. Je ferai une vidéo spéciale qui sortira vendredi prochain pour faire le débrief de toutes vos propositions, et puis je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Salut à tous, en Ligue 1 depuis 2 saisons seulement, le Stade de Reims n'a déjà plus l'allure d'un promu, 8ème l'an passé, 5ème cette saison pour le moment. Le club champenois est une équipe à double personnalité, parfois l'ombre d'elle-même contre les plus petits clubs, mais surtout sans complexe face aux cadors du championnat. On pourrait expliquer cela simplement par un déficit de motivation selon l'enjeu, mais en réalité, la raison viendrait plutôt du jeu. L'imperméabilité de sa défense est la clé de cette réussite face aux gros, on va l'analyser ensemble. Une défense dont fait partie le jeune Axel Disasi. À Reims, le natif du Val d'Oise est entièrement dans son élément car il bénéficie d'un écosystème qui met en valeur ses caractéristiques. Avec à peine plus de 30 matchs en Ligue 1, il aurait déjà tapé dans l'œil d'un gros club européen, Arsenal. Alors, comment le Stade de Reims, 11e budget de Ligue 1, surpasse-t-il le PSG dans l'exercice défensif ? Quel est le rôle de Disasi dans cette réussite ? Est-il déjà temps pour lui de viser plus haut ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Depuis sa remontée en Ligue 1, Reims se définit comme une équipe très difficile à manœuvrer lorsqu'on a l'ambition de faire le jeu. C'est dans cette idée qu'en 2 saisons, tous les cadors du championnat sans exception se sont au moins une fois heurtés à la forteresse rouge et blanche. L'an passé, les supporters ont pu vivre des victoires de prestige à Delaune contre Lyon, l'OM et le PSG en clôture du championnat. La tendance se poursuit cette saison, une victoire contre Lille à domicile, une victoire au Vélodrome. Les Rémois ont surtout créé l'exploit de battre le PSG au Parc 2-0. Prise de volley et le but de Boulaïdia. Ça fait 2-0. Quel bonheur, quel bonheur, quelle extase. Merci, merci, merci. La reprise acrobatique de Boulaïdia qui la met au fond des filets. Oh, oh, le Stade de Reims qui va venir faire un exploit phénoménal. Depuis maintenant 2 ans en Ligue 1, Reims a su développer une identité de jeu qui lui est propre, basée sur une forte solidarité défensive. Pour mieux l'aborder, je vous propose de décliner le style rémois en 4 phases tactiques. La première phase, la transition défensive, on parle donc ici de la réaction des joueurs à la perte du ballon. C'est la moins intéressante de notre analyse, on va donc passer rapidement dessus. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la perte, les joueurs rémois négligent un potentiel gegenpressing au profit d'un repli rapide pour reformer rapidement le bloc défensif. On passe donc tout de suite à la phase défensive. Dans cette situation de jeu, David Guillon demande à ses joueurs de se replier dans un 4-4-2 à plat, un schéma somme toute assez classique, mais l'entraîneur rémois a su cultiver une rigueur tactique presque infaillible autour de ce 4-4-2. Chaque joueur sait parfaitement où se placer en fonction de la position du ballon et de ses coéquipiers. On observe surtout un gros travail de compensation entre les joueurs avec l'idée de 2 lignes de 4 imperméables. Le dépassement de fonction d'un joueur ne déséquilibre pas le bloc car il est compensé par un de ses partenaires. Il n'est ainsi pas rare de voir un des 2 centraux sortir de sa défense pour empêcher le porteur de se retourner ou pour permettre une prise à 2. Automatiquement, un milieu central fera l'effort pour se replacer dans la zone laissée libre et conserver l'ossature des 2 lignes de 4. Au milieu de terrain, Xavier Chavalrin est le travailleur de l'ombre de ce système. Son volume de jeu est impressionnant, il était d'ailleurs l'an passé le joueur ayant parcouru le plus de kilomètres par match et cette omniprésence au milieu va lui permettre de venir compenser toutes les failles du bloc rémois. Il est donc un élément précieux et son entraîneur lui voue une admiration toute particulière. Et puis il a une grosse qualité qu'on ne voit pas obligatoirement comme ça. Il rend les autres meilleurs autour de lui. On le voit tellement se dépouiller aux 4 coins du terrain qu'on a vraiment envie de l'accompagner et puis surtout de ne pas le décevoir. Donc il entraîne aussi, de par son comportement, l'équipe derrière lui. L'animation défensive du Stade de Reims n'a donc rien de novateur, mais aujourd'hui, le travail de David Guillon fait que celle-ci est parfaitement maîtrisée par ses joueurs. C'est d'autant plus intéressant de voir que le Stade de Reims ait réussi à s'imposer au Parc, 2-0 on le rappelle, avec une équipe recomposée. Camara, habituellement latéral, a joué un cran plus haut. Mounetzi, Mboukou, Cafaro et Donis étaient des habitués du banc. L'apprentissage de cette rigueur défensive ne se fait pas seulement à l'échelle de 11 joueurs, mais bien à l'échelle d'un groupe complet. Les Rémois jouent donc avec leur force, ils acceptent de subir le jeu lorsqu'ils sont dominés, car c'est là où ils sont le plus forts collectivement. Cette philosophie n'est parfois pas la plus séduisante vue des gradins. Le Stade de Reims est mon club de cœur, je les suis chaque week-end,
et on assiste parfois à des sacrées purges. Petit clin d'œil au passage à Julien qui regardera cette vidéo, qui je pense sera d'accord avec moi, mais c'est cette maîtrise défensive qui permet aux supporters de vibrer les soirs de grandes affiches, là où beaucoup de petites équipes craquent sous la pression. Les rouges et blancs excellent dans l'art du bloc bas. Proche de son but, l'espace entre les lignes est réduit et l'adversaire se retrouve dans l'incapacité de trouver des relais dans le cœur du bloc rémois. La conséquence, c'est une possession stérile de l'équipe adverse, une circulation en U du ballon qui navigue d'une aile à l'autre sans jamais réussir à casser les lignes. Enfin, on ne peut pas parler de la meilleure défense de Ligue 1 sans parler des joueurs qui la composent. Dans les cages, on retrouve le Serbe Predrag Rajkovic. Reims avait payé le prix fort, 5 millions d'euros, pour lui confier la lourde tâche de remplacer Edouard Mendy. Son arrivée est une réussite, super gardien, excellent sur sa ligne, il est une révélation de Ligue 1 cette saison. En bipède, sa qualité de relance au pied est une vraie valeur ajoutée et sera un atout certain pour viser plus haut. La charnière défensive de Reims est la clé de voûte de l'équipe. Abdelhamid en est très incontestablement le taulier. Depuis que Reims est remonté en Ligue 1, David Guillon ne l'a pas mis une fois sur le banc. Il a été dernièrement élu meilleur défenseur central du championnat par le journal L'Équipe. Du haut de ses 1m90, il est un joueur non seulement physique mais aussi intelligent. Sur le terrain, il se distingue par une bonne vision du jeu à son poste, lui permettant de lire les trajectoires adverses, une caractéristique précieuse au vu du manque de vitesse des deux défenseurs centraux rémois. Ancien joueur de futsal, il est plutôt serein balle au pied face au pressing adverse. Plus généralement, il est un joueur d'expérience, ce qui est très intéressant dans son association avec le jeune Axel Disasi que l'on présentera plus en détail tout à l'heure. Mais avant de parler de Disasi, penchons-nous sur la dimension offensive du stade de Reims. D'abord en ce qui concerne les transitions offensives, autrement dit le comportement des joueurs à la récupération. À Reims, la volonté de ne pas se dévoiler défensivement permet d'aspirer l'adversaire loin de son but. À la récupération, l'objectif est de remonter le ballon le plus rapidement possible pour profiter au maximum des espaces et ne pas offrir le temps à l'adversaire de se replacer. Cette volonté transparaît à travers l'orientation des joueurs offensifs, qui anticipe la récupération et propose des appels vers l'avant dès que le ballon est récupéré. Pour ce faire, David Guillon peut compter sur 3 joueurs explosifs, balle au pied et très rapides. Hassan Kamara, latéral avec un énorme volume de jeu, qui était annoncé à un moment du côté de l'OL. Moussa Doumbia, un feu follet très technique, mais parfois un petit peu trop tendre. Et en pointe, Boulaye Dia, Reims l'a repéré en 7ème division française, et on peut dire que les recruteurs rémois ne se sont pas trompés. Buteur puissant, bon finisseur, son talent est palpable, malgré sa faible expérience au niveau pro, et il est une véritable pépite pour le futur. À ces 3 joueurs, on peut ajouter Arber Zeneli. Arrivé au mercato hivernal 2019, le Kosovar avait rapidement conquis le public et son coach. Joueur technique, on le sentait capable d'éliminer n'importe quel adversaire en 1 contre 1. Ce dernier s'est malheureusement rompu les ligaments croisés en pré-saison et n'a joué que 6 minutes depuis son retour sur les terrains. Il est une promesse et une interrogation, il a le talent pour devenir un vrai bon joueur, mais le doute persiste toujours sur sa capacité à retrouver un tel niveau après une telle blessure. Enfin, on retrouve en numéro 10 Tristan Dingomé dans un style beaucoup plus différent. Le milieu offensif rémois est plutôt un passeur qu'un dribbleur, il ne réussit pas tout ce qu'il entreprend, mais il est un véritable joueur d'instinct qui accélère le jeu par ses transmissions sans contrôle en une touche. En phase de transition, il joue donc un rôle de catalyseur pour faire naviguer le ballon vers l'avant ou d'une aile à l'autre. L'efficacité de Reims en contre-attaque vient donc aussi de la complémentarité de ces profils qui ont développé une forte relation technique au fil des matchs. On a donc vu à travers les phases défensives et de transition les points forts de Reims. Voyons maintenant celle qui lui fait défaut, la phase offensive. En phase offensive, la formation de David Guillon évolue en 4-2-3-1. Avec le ballon, son équipe est capable de développer un jeu assez séduisant par séquence et pour le déployer, elle a besoin d'espace. Le pressing adverse peut être une aubaine pour le jeu de position rémois car s'il met le porteur de balle sous pression, il dégage ainsi plus d'espace entre les lignes adverses. On ressent chez les hommes de David Guillon et plus particulièrement cette saison, cette volonté de ne pas balancer devant et de relancer sous la pression. Alors parfois c'est un échec, mais je trouve que dans l'ensemble, les joueurs construisent plutôt bien le jeu lorsqu'ils sont mis sous pression. Et c'est encore une nouvelle clé qui permet d'expliquer pourquoi Reims est plus à l'aise face à des équipes hautes et agressives comme Paris ou l'OM, les 2 premiers d'ailleurs au classement des PPDA. En revanche, le stade de Reims sort de sa zone de confort lorsqu'elle est la protagoniste du jeu. 3 jours après avoir battu le PSG au Parc, Reims a chuté 2-1 à domicile face au dernier, en l'occurrence c'était Dijon. Cette contre-performance n'est qu'un fait, les allées assez symboliques des lacunes du stade de Reims.
Reims récite moins bien ses gammes lorsqu'elle est en position de faire le jeu. Pour appuyer ce raisonnement, si on étudie les résultats de Reims cette saison en fonction du pourcentage de possession, le club a gagné 13 points en 13 matchs lorsque le pourcentage était en sa faveur. Au contraire, il a remporté 28 points en 15 matchs lorsque la possession était en faveur de son adversaire. Le jeu de position de Reims se base beaucoup sur des combinaisons sur l'aile, suivi d'un centre du latéral qui dédouble. Elle est d'ailleurs la 6ème équipe en Ligue 1 qui centre le plus. Cette animation offensive rémoise montre en revanche ses limites car elle amène peu d'occasions et est trahie par le manque de réalisme des attaquants rémois cette saison. Et comme on l'a dit précédemment, faire le jeu considère à s'exposer à d'éventuelles contre-attaques. L'équipe de David Guillon est alors prise à son propre jeu, et plus elle tarde à convertir ses occasions, et plus les rouges et blancs se risquent à encaisser un but en transition. Les montées fréquentes des latéraux sont aussi à double tranchant, car si elles apportent une supériorité sur l'aile en phase offensive, elles ouvrent aussi un espace en cas de perte du ballon. Et cette saison, Reims a encaissé une majorité de ses buts en contre-attaque, sans que le 4-4-2 n'ait le temps de se reformer. On a donc dressé l'environnement macro-tactique dans lequel évolue Disasi. Voyons maintenant ce qu'il vaut en tant qu'individualité. À 22 ans, Axel Disasi est installé dans cette défense rémoise depuis 7 saisons seulement. La saison passée, il était relégué sur le banc par Engels, qui ne lui a laissé que 4 matchs pour faire ses preuves. Le départ du défenseur belge cet été a conduit David Guillon vers la solution Disasi pour le remplacer définitivement en défense centrale. Un pari plutôt réussi. Cette saison, il apporte totale satisfaction à son entraîneur qui l'a aligné 27 matchs sur 28. En ce qui concerne son profil, Disasi est un défenseur qui aime les duels et qui surclasse ses adversaires dans l'engagement physique. 1m90, 86 kg, ses capacités athlétiques sont un avantage conséquent dans cette position où il est maître du jeu aérien. Son sens du timing et sa détente sont aussi à valoriser dans cet exercice. Au sol maintenant, la force naturelle du jeune défenseur est une vraie valeur ajoutée dans son style très agressif. Il jaillit sur ses adversaires avec virulence, grand adepte du tacle lissé. Cette fougue peut en revanche lui jouer des tours. En effet, elle prend parfois le dessus sur sa qualité d'appréciation. Emporté par son élan, Disasi est encore auteur de fautes inutiles. Sa puissance est donc sa meilleure caractéristique, celle qui distingue Disasi des autres défenseurs de Ligue 1. Mais la pépite rémoise doit encore effacer cette part d'ombre au tableau. À seulement 22 ans, l'expérience des matchs peut être un remède pour canaliser sa fougue et prendre en maturité. De l'expérience, Younis Abdelhamid en a à revendre. L'international marocain est le vrai leader vocal qui contrôle et recadre le placement de ses partenaires défensifs. Sa science du positionnement guide ainsi Disasi qui l'accompagne en charnière. Sur le terrain, la présence du Marocain joue donc un vrai rôle pour bonifier les performances du jeune Rémois. À Reims, Disasi est dans son élément car il est dans une équipe qui n'a pas la prétention de faire le jeu et préfère lorsqu'il est possible le laisser à son adversaire. Le jeune français évolue donc dans un collectif qui valorise les actions défensives, mais pour pouvoir viser plus haut, il devra en revanche enrichir sa palette technique avec le ballon. Il est très partisan des passes longues, mais a parfois tendance à en abuser. Au plus haut niveau, on attendra également de lui une faculté à voir le jeu rapidement et à casser les lignes par le jeu au sol. Pour finir, on peut souligner son caractère guerrier sur le terrain qui va de pair avec son agressivité. Axel Disasi présente un potentiel de par les acquis qu'il possède déjà malgré son inexpérience. Il est déjà un très bon joueur de Ligue 1, mais la route semble encore longue pour prétendre à un poste de titulaire dans un grand club européen. Il est encore légitime de se demander s'il peut réussir la transition entre Reims, une équipe qui aime subir, et un club européen nourrissant l'ambition de faire le jeu. Un autre flou réside également sur sa dépendance à Younis Abdelhamid.
On l'a dit précédemment, si l'expérimenté défenseur marocain bonifie son partenaire de charnière, il peut également cacher de potentielles lacunes dans le marquage ou la couverture de la profondeur. Face à ces interrogations, Axel Disasi est plus un pari pour l'avenir qu'une véritable promesse. Plusieurs médias anglais, The Sun, Daily Mail, annoncent qu'Arsenal serait prêt à miser sur lui. Les Gunners profiteraient d'autant plus de l'avenir incertain du joueur dans la Cité des Sacres. Sous contrat jusqu'en 2021, les négociations entre le club et le frère de Disasi, son agent, sont au point mort. Cette situation ne plaît pas à Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. Axel est sous contrat, le club a donc la main, on se voit régulièrement mais ils ne savent toujours pas ce qu'ils veulent, il n'y aura pas 36 solutions. Nous, on ne parle que de prolongation parce que c'est la meilleure solution pour tout le monde, ou alors on nous fait un énorme pont d'or et il reste en prêt cette saison, mais je n'exclus pas une position radicale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous ai partagé avec plaisir l'analyse de mon club de cœur, j'espère que de votre côté, cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner également pour ne pas rater les prochains épisodes. On se dit à mardi donc pour débattre de vos idées, pour remplacer Havertz. Sur ce, à la prochaine, salut.